How dare you! You have stolen my dreams! Make our planet great again. Je ne veux plus me mentir. « 193, c'est le nombre d'essais nucléaires en Polynésie menés par la France entre 1966 et 1996. Quelles conséquences pour la santé des insulaires, pour l'environnement ont causé ces essais? C'est le sujet des révélations d'une enquête de Disclose qui décortique 2000 pages d'archives déclassifiées, de nombreux témoignages et qui reproduit de nouveaux calculs pour estimer l'impact de ce programme militaire. Un scandale d'État, 110 000 personnes potentiellement touchées par le nuage radioactif du 46e tiers atmosphérique, des malades non indemnisés, une société traumatisée et des questions depuis trop longtemps laissées sans réponse. On reçoit sur le plateau du média Thomas Stathus. Il est journaliste, il a mené cette enquête pour Disclose en collaboration avec Interprète. Il a écrit ce livre, Toxique, enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie avec Sébastien Philippe, chercheur spécialiste du nucléaire militaire. Bonjour Thomas Stathus. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Alors votre enquête, elle parle de retombées radioactives. Il y aurait un cluster de cancer de la thyroïde. Les Polynésiens ont été contaminés. Quelles sont les conséquences sanitaires que vous observez, que vous avez pu analyser? Nous, l'objet de cette enquête de Disclose, en fait, tout est parti il y a 2 ans d'une série de documents qui ont été déclassifiés par la France en 2013, donc 2000 pages de documents, 182 rapports, si je ne me trompe pas. Et à partir de ces documents, on a fait une chose simple, Sébastien et mon co-auteur et moi, dans cette enquête qu'on a menée pour Disclose, c'est qu'on a essayé de réestimer la contamination des populations civiles. C'est-à-dire en regardant dans les calculs, les estimations qui ont été faites la dernière fois par le commissariat à l'énergie atomique, qui se charge de ces questions-là. On a essayé de replonger, on va dire, sous le capot de ces calculs et voir ce qu'ils disaient. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une sous-contamination des populations civiles de l'ordre à 2 à 10 fois pour les essais dont on s'est chargé. Et au cours de notre enquête, on est tombé aussi sur une note du ministère de la Santé polynésien qui raconte qu'effectivement, suite à une enquête de terrain de la part d'un médecin, dans certaines îles, notamment aux îles Gambier, qui sont les îles les plus éloignées de Tahiti, mais probablement celles qui ont été les plus impactées par le programme d'essais nucléaires français, il y a une forte régularité de cancer de la thyroïde. Et c'est un élément qu'on raconte d'ailleurs dans le livre, en disant que le cancer s'immisce vraiment dans les familles. Le cancer de la thyroïde, qui est en fait le cancer le plus, on va dire, symptomatique, puisque la thyroïde est un organe fortement touché par les radiations. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de faire. En revanche, nous, ce n'est pas une enquête d'épidémiologie qu'on a fait. C'est-à-dire que l'INSERM, donc l'Institut de recherche... D'ailleurs, un document récemment. C'est ça, qui a sorti un rapport qui, en fait, fait c'est un état de l'art de 10 ans de recherche quasiment sur les conséquences entre des rayonnements ionisants sur la santé, et notamment savoir si, en fait, l'exposition au nucléaire provoque plus ou moins de cancer. Bon, ça, c'est un travail que l'INSERM a mené. Nous, notre travail, il était plus sur l'évaluation de cette contamination, qui sont encore une fois 2 choses un peu différentes. Mais oui, il y a des conséquences sanitaires, et ce qui est établi, c'est que l'exposition à des rayonnements ionisants a pour conséquence l'augmentation de la probabilité d'avoir un cancer. Voilà. Et à ce titre, évidemment, les Polynésiens ont été exposés de manière constante quasiment pendant au moins les 10 années des essais atmosphériques. On s'est basé sur ces documents déclassifiés. Ces documents déclassifiés, ce qu'ils racontent dans le corps de leur calcul, c'est qu'ils montrent en fait, on va dire, l'ampleur de la contamination du vivant, pour le dire simplement. C'est-à-dire les salades, est-ce qu'elles étaient contaminées, à quel niveau, l'eau, le dépôt au sol, les poussières radioactives. C'est à partir de ces documents qu'on peut réévaluer la contamination. En revanche, moi, je ne peux pas dire ce qu'il n'y a pas été déclassifié. Ce qu'on est sûr, c'est qu'à partir de l'étude de ces documents qu'on a décortiqués, on a pu en identifier une vingtaine, dont on a le nom, qu'on sait qu'ils sont dans les archives de la Défense et qu'ils n'ont pas été rendus publics. Probablement des choses assez intéressantes. Notamment, vous parliez de l'ampleur de la durée des essais nucléaires en Polynésie. Nous, on a très peu de données, par exemple, sur les essais souterrains qui se déroulent entre 1975 et 1996. Où assez prosaïquement, la France faisait sauter des bombes sous les îles de Moruroa et Fangataofa. Et là, effectivement, on sait qu'il y a eu 41 accidents. Assez méthodiquement, les militaires creusaient un puits dans la terre, faisaient exploser la bombe, et il y avait des risques parfois de dégagement gazeux. Et par exemple, c'est assez probable que l'armée a établi des rapports d'incidents sur ces questions-là. Par exemple, ces rapports ne font pas du tout partie de l'archive qui a été déclassifiée. Est-ce qu'on sait si aujourd'hui il y a encore de la radioactivité dans les sous-sols? Est-ce que, par exemple, vous me parlez de l'atoll de Moruroa, mais aujourd'hui, on peut penser que cette radioactivité elle est toujours très fortement présente? Elle est toujours présente. Il y a eu des rapports qui ont été faits, effectivement. C'est considéré comme une zone
de déchets radioactifs, Mururoa et Fangatofa. On sait que les sous-sols sont assez fortement imprégnés encore. Il y a différents puits qui ont été creusés, tant au large de la passe de Mururoa que clairement sur l'atoll en lui-même. Mais oui, encore une fois, ce sont des lieux qui sont encore radioactifs, et puisque de toute façon, ce sont des atolls qui sont interdits d'être visités par le public. Ce sont des zones militaires, tous les deux. Il n'y a que des militaires ou, on va dire, des gens qui s'occupent de la surveillance de Mururoa, puisqu'il y a aussi une question assez centrale, c'est qu'à force de faire des trous dans la terre et de faire sauter des bombes sous l'atoll, il y a des risques d'effondrement de l'atoll, ce qui s'est déjà produit dans le passé. Et donc, il y a une vigilance sismologique qui est faite sur l'atoll, et donc, hormis ces gens-là et les militaires, personne n'a le droit de s'y rendre, effectivement. Oui, parce que là, vous me parlez des risques sismologiques, mais comme conséquence, il y a eu donc ces fissures aussi. Oui. Vous avez parlé de crevasses dans votre livre. Vous dites aussi que l'atoll s'enfonce. Ça, c'est les essais souterrains qui ont occasionné notamment des vagues submersibles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi des risques futurs qui peuvent peser sur ces atolls et il y a un peu le fantôme du passé qui est toujours présent. La France, le DSND, donc le directeur de la sécurité du sûreté du nucléaire pour les activités de défense, puis le CEA, dans 2 rapports qui font un peu date sur ces questions-là, effectivement, identifient un certain nombre de risques pour l'atoll de Mururoa et de Fangatofa, parmi lesquels, effectivement, le possible effondrement de l'atoll et son enfoncement. Alors, encore une fois, à un niveau beaucoup plus lent que ce n'a été dans le passé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'atteinte, comme il n'y a plus de bombes, il y a moins de risques. En revanche, effectivement, il y a plusieurs questions qui se posent, l'étanchéité des puits, comment ils ont été creusés. Effectivement, oui, il y a des scénarios du moins qui sont envisagés par la défense avec un risque véritable, effectivement, pour ces atolls-là et pour les atolls qui sont autour. Puisque, évidemment, si l'atoll de Mururoa s'effondre, il y a la question de savoir ce qui va se passer pour les atolls qui sont tout autour, notamment Tureia, qui est l'atoll le plus proche, à 100 km de cette île-là. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi l'État, pourquoi le CEA n'ont pas les mêmes calculs que vous ? Sur la contamination ? Sur la contamination. Oui, oui. C'est quoi ? C'est le pluie ? Je sais pourquoi. L'alimentation ? Il y a des données qui n'ont pas été prises en compte ? Il y a une raison assez simple, c'est que sur le premier essai qui s'appelle Aldébaran, le 2 juillet 1966, le CEA considère une valeur plus faible pour la contamination de l'eau. C'est-à-dire qu'assez simplement, ils prennent comme valeur référence l'eau de ruisseau. Voilà. C'est-à-dire qu'ils disent que les habitants de cette île-là ne buvaient que l'eau qui était issue du ruisseau. Et d'ailleurs, ils nous ont répondu sur cette question la semaine dernière en disant que l'eau du ruisseau, il y avait forcément un peu d'eau de pluie parce que quand il pleut, ça tombe dans le ruisseau. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à l'époque, les gens qui habitaient ces îles-là consommaient principalement de l'eau de pluie aussi, ils récupéraient l'eau de pluie dans des citernes. En fait, assez bêtement, il y avait des citernes avec le toit, l'eau coulait sur le toit et était récupérée dans des citernes. Et cette eau est bien plus contaminée. Donc nous, c'est à partir de cette valeur-là, qui est mesurée encore une fois par le CA à l'époque, qu'on a reconstruit, on va dire, la contamination des populations civiles. Donc ça, c'est pour Aldébaran. Pour les autres essais, il y a tout un tas de séries d'erreurs que nous, on a listées dans l'article scientifique que va publier Sébastien Philippe, puisqu'il est chercheur, donc ça fera l'objet d'une publication scientifique examinée par des professeurs, voilà, encore une fois, en toute transparence, contrairement à ce que fait le CEA. Et donc, il y a cet élément-là. Et par exemple, pour l'essai Centaure, dont je vous parlais tout à l'heure, de 1974, ils prennent une valeur plus faible du dépôt de particules au sol. Ils ne conservent que la valeur du dépôt des premiers jours. Nous, on considère que c'est sur plusieurs jours qu'il y a eu des dépôts de poussière radioactive, qui est encore une fois un choix qui a été suivi par d'autres chercheurs récemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous qui avons fait ce travail-là. Il y a eu des chercheurs à l'INSERM qui ont fait un travail sur des questions proches et qui ont pris la même valeur que nous. Donc encore une fois, le CEA prend un peu les valeurs qui l'arrangent, en l'occurrence. Et c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas les mêmes estimations. Ouais. Vous parlez aussi de contamination planctonique. Ouais. Le plancton qui, à son tour, contamine les poissons, toute la chaîne alimentaire. Ouais. Vous parlez aussi de la ciguatera, avec l'homme tout en haut de la chaîne alimentaire qui peut être contaminé par les poissons qu'il mange. Ça, c'est aussi une des réalités en Polynésie, conséquence des essais nucléaires. Alors, c'est deux choses différentes, parce que le plancton, pour le coup, ce qui est amusant, et ça a fait l'objet, nous, d'un développement dans le livre, c'est qu'effectivement, on trouvait ça intéressant aussi de raconter cette archive
par, on va dire, plus des éléments moins scientifiques, mais aussi du récit. Et c'est intéressant de constater qu'il n'y a quand même aucun intérêt de la part, à l'époque, du commissariat à l'énergie atomique ni de l'armée française pour le vivant, l'environnement. Je veux dire, c'est pas du tout une question prégnante à l'époque. C'est vrai que dans certains rapports, il y a le constat que le plancton est contaminé par la radioactivité et de se dire, finalement, c'est vachement chouette, ça nous permet de suivre le trajectoire des nuages, ça peut être utile, etc., etc. Ce qui est la ciguatera, ce qui est intéressant, c'est que ça a été longtemps une rumeur dans les îles. Donc la ciguatera, c'est une maladie du corail. Le corail meurt, et donc quand il meurt, il libère une toxine qui est ensuite mangée par les poissons. Et ensuite, ces poissons, consommés par l'homme, rendent les gens malades. C'est ce qu'on appelle la gratte. Les gens se grattent, il y a des démangeaisons, des fortes fièvres. Et pendant des années, effectivement, il y a eu la rumeur que dans les atolls, qu'il y avait une plus forte incidence, effectivement, de cette maladie au moment des essais. Et on pensait que c'était à cause de la radioactivité. Et en fait, pas du tout. Là, pour le coup, c'est un dérèglement du vivant. C'est-à-dire qu'à cause de tous les travaux qui ont été faits par la France à cette époque-là, puisque les essais nucléaires, c'est bien sûr un événement militaire, mais c'est aussi un bouleversement de la vie des Polynésiens, de l'organisation de la société et des infrastructures. On a bétonné des atolls, construit des aéroports, élargi des passes pour que les navires passent, etc. Et donc, la ciguatera découle de ça, en fait. Et on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y a des publications scientifiques assez détaillées sur le lien entre essais nucléaires et ciguatera, donc pas tant la radioactivité, mais qu'effectivement, il y avait une plus forte incidence. Et ça, c'est une réalité encore aujourd'hui, bien sûr, dans les atolls. Il y a encore de la ciguatera. C'est une maladie qui est d'ailleurs suivie par... Ça existait aussi avant 1966. Ça existait aussi avant 1966. C'est la perturbation anthropique, c'est-à-dire c'est l'homme en perturbant le vivant, pas forcément en faisant des essais nucléaires, qui a causé une plus forte incidence de cette maladie. Ouais. D'ailleurs, en parlant de la faune du vivant, vous dites qu'il y a une réhabilitation impossible, que finalement on ne peut pas réparer le milieu naturel, il a été tellement impacté. Il a été tellement impacté, et puis surtout, il y a une difficulté plus grande, et c'était un peu une des difficultés de cette enquête, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'état des lieux qui ont été faits sur l'état du vivant antérieur aux essais nucléaires. Il y a assez peu d'études. Donc c'est très difficile, en fait, d'aller au-delà de ce que je vous disais, c'est-à-dire le fait que les militaires, en fait, on n'avait pas grand-chose à fiche de la nature. Mais à part de dire ça... Il y a des soucis du gouvernement, mais aussi... des militaires, quoi. Mais parce qu'à l'époque aussi, bien sûr, c'est intéressant de refaire cette relecture aujourd'hui en se disant que ce serait impossible. Mais je veux dire, à l'époque, c'était pas du tout le cadet des soucis du général de Gaulle. Et d'ailleurs, le programme atomique, et d'ailleurs, c'était pas, je veux dire, le devenir des populations polynésiennes n'était pas non plus quelque chose qui, bien sûr, ça entrait en ligne de compte. Mais disons que l'objectif d'avoir cette arme ultime supposait tous les sacrifices, et donc parmi lesquels le vivant. Et puis aussi, la conscience écologique n'était pas au même niveau à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc c'est intéressant de les relire, ces docs, pour ça. Même après De Gaulle, parce qu'avec les présidents suivants, Jacques Chirac, c'était le dernier avec les essais nucléaires, il dit dans un discours qu'il n'y avait pas de conséquences écologiques. Donc là, en fait, finalement... on peut dire qu'ils ont menti. Est-ce qu'il y a eu une omerta de la part de l'État ou il n'y a eu aucune transparence quand même? Il n'y a eu aucune transparence, oui, ça, il n'y a pas de difficulté à le dire. Il y a eu... de l'opacité De toute façon, encore une fois, je pense que parmi les sujets effectivement, qui touchent à la défense nationale, c'est probablement le plus secret. Mais par définition, parce que c'est des enjeux assez importants, c'est l'arme ultime, l'arme nucléaire. Je veux dire, Pourtant, vous racontez qu'ils étaient observés quand même par les autres puissances dans la région. Oui, c'est le paradoxe. Mais c'est ce qui nous a semblé amusant, c'est qu'effectivement, en fait, entre 66 et 74, avant en Algérie, une partie des tirs se faisait de manière souterraine, avec des accidents d'ailleurs assez dramatiques à Neckar et Regan. Dans le Sahara. Ouais, dans le Sahara. Entre 66 et 74, la France donc, décide d'installer son programme nucléaire en Polynésie française et de procéder à des tirs atmosphériques, qui est quand même, on peut l'imaginer, la manière la moins discrète de procéder, puisque par définition, un tir à l'air libre laisse des traces, produit un nuage, et donc à l'époque, oui, c'est ce qu'on raconte dans le livre, il y a une observation rigoureuse de la part des Américains et des Russes, ce qu'on voit dans des documents déclassifiés, par exemple de la NSA, qui expliquent qu'en fait, ils passent au-dessus du nuage français à peu près. Ils sont très au courant de la campagne de tir, ils passent à chaque fois pour récolter des particules, pour voir de quoi sont faites les bombes françaises. Et donc, ce qui est vrai, ce qui était amusant, c'est qu'assez longtemps, effectivement, pour en savoir sur le programme nucléaire français, il fallait plus regarder dans les archives américaines que dans les archives françaises qui ont été déclassifiées peut-être plus vite. Et donc c'était nous un paradoxe qui nous semblait amusant, enfin amusant et tragique en même temps. C'est-à-dire qu'en fait,
on en savait plus par les gens qui nous espionnaient que par les gens qui étaient censés rendre ces archives publiques. Vous avez travaillé aussi d'ailleurs sur ces archives étrangères? Il n'y a pas, alors assez marginalement hein, pour être honnête. Hein. Mais par contre, effectivement, il y a des rapports de la NSA qui sont assez fous, quoi. Où ils racontent, Ah, dans le détail. Oui, on passait, voilà, on connaissait. Et d'ailleurs, dans certains documents qui n'ont pas été déclassifiés, mais qui ont été partagés assez largement dans la communauté scientifique, l'état-major français, à l'époque, en 1966, fait référence à des bateaux en disant, dis donc, c'est étrange, il y a cet avion qui passe au-dessus de Mauroy, à proximité du tir, c'est probablement des Américains. Je veux dire, ils en sont conscients. Hein. Je veux dire qu'il y a de l'intelligence qui est en train d'être faite sur ce sujet-là. C'est pas quelque chose qu'ils découvrent. Quand on m'interroge sur le mensonge, il y a un fait que j'aime bien rappeler, parce que je trouve que c'est important de rappeler les faits. Le 2 juillet 1966, quand la première bombe est tirée, qui s'appelle Aldébaran, elle est tirée à 5h30 du matin. Et donc, en fait, assez rapidement, les militaires se rendent compte que le nuage, au lieu de prendre une course et de partir dans le Pacifique vers des zones inhabitées, va toucher directement l'île des Gambiers, donc l'île de Mangareva, de cet archipel des Gambiers, qui est l'archipel le plus touché. Et quelques jours plus tard, un docteur est dépêché sur place, il s'appelle le docteur Millon, son bateau s'appelle la Coquille, c'est un navire scientifique qui est chargé de faire des prélèvements. Ils arrivent sur place et ils se rendent compte assez rapidement que tout est contaminé, c'est-à-dire les salades, effectivement, à des taux assez importants quand même. Et le docteur Millon rend son rapport, et ça c'est un élément qui a été révélé par Vincent Jauvert, journaliste au Nouvel Observateur en 1998. Il rend son rapport et il écrit noir sur blanc, ce serait intéressant de minimiser la contamination qui est à Mangareva pour ne pas perdre la confiance des populations. Là on parle du premier essai nucléaire en Polynésie. Donc c'est vrai que cet élément de camouflage et d'opacité, il est présent dès le début de la campagne des essais nucléaires. C'est pas quelque chose qu'on a inventé nous, ou qu'on dit parce qu'on est très engagé. Je veux dire, c'est quelque chose qui est factuel. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement caché dès le début certains éléments, et ils l'ont caché pour des raisons stratégiques, effectivement. Mais est-ce que ça signifie qu'on sait peut-être si certains essais se sont bien passés ou... Parce qu'il y a quand même le focus sur du coup, certains essais qu'on retient, Aldébaran ou d'autres. Il y a cet essai, le 46e, qui fait 110 000 personnes potentiellement touchées. Il y a des essais donc, vraiment qui se sont très mal déroulés, mais est-ce que certains ont pu bien se passer aussi ? Qu'est-ce que vous appelez bien se passer ? C'est-à-dire, il y a des contamination pour la population. Une bombe propre, ça n'existe pas en fait. Ouais, vous dites d'ailleurs, on ne parle pas de n'importe quelle bombe, puisque un de vos témoins dit que Hiroshima et Nagasaki, c'était des bombes propres à côté, quoi. Little Boy et Big Boy, les deux bombes d'Hiroshima, je crois que c'est autour de 20 kilotonnes, pour vous donner une idée. Je crois qu'Encelade, un des essais qui se passe très mal en 1971, c'est 450 kilotonnes. Donc c'est des essais qui sont beaucoup plus importants. Ouais. Il y a eu pendant des années, effectivement, une communication assez intense de la part du ministère de la Défense et de la part du commissariat à l'énergie atomique de dire que les bombes étaient propres, quoi. C'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on pouvait. Mais encore une fois, ce qui est peut-être vrai, mais en revanche, faire exploser une bombe à l'air libre, évidemment qu'il y a des conséquences, qu'il y a forcément de la radioactivité qui se promène. Je veux dire, il y a un nuage, il y a des vents, les vents se poussent dans certaines directions. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, par exemple, c'est quand on regarde précisément les stations d'analyse des poussières radioactives au Gambier, par exemple, on se rend compte qu'il y a une augmentation de la radioactivité pour tous les essais. Alors, elle n'est pas toujours au même niveau. Certaines fois, la contamination est plus importante que d'autres. Mais je veux dire, tous les essais ont eu une forme d'impact. Ça ne veut pas dire que tous ont été extrêmement contaminants, tous extrêmement toxiques, pour prendre le titre du livre, mais ça veut dire que c'est jamais neutre de faire exploser une bombe. Certaines ONG parlent même d'écocide en parlant des essais nucléaires. Alors oui, ça, effectivement, mais on en revient à la question du vivant, effectivement, qui est, je pense, l'héritage le plus difficile à défaire pour ce programme-là, en plus du fait colonial. D'ailleurs, vous rencontrez quand même un certain nombre de personnes, des personnes qui ont été indemnisées, des personnes qui ont été malades, il y a eu plusieurs personnes victimes de cancer. Ou... Oui. Aussi, on voit, il y a des personnes, toute la famille en fait, est tombée malade, le fils, le père, la mère, etc. Les habitants que vous avez rencontrés, comment ils vivent cet héritage ? Aujourd'hui, en Polynésie, quand vous avez été là-bas, ça a été quand même quelque chose d'assez lourd dans les témoignages, quoi. C'est assez lourd. Il y a deux mouvements contradictoires. Je pense qu'il y a une blessure qui est toujours très vivace en Polynésie française sur cette question des essais nucléaires, avec une grande défiance vis-à-vis des institutions, avec l'impression effectivement que les mêmes qui ont participé aux essais nucléaires, donc le CEA, le commissariat à l'énergie atomique et l'armée française, parce qu'on parle beaucoup de l'armée, il ne faut pas oublier quand même que le commissariat à l'énergie atomique c'était un projet à deux têtes.
Et ceux-là sont, encore une fois, aujourd'hui, ceux qui s'occupent des études, on va dire, de contamination a posteriori. Donc il y a l'impression que ces deux institutions sont un peu jugées parties dans cette histoire. Donc il y a une grande défiance vis-à-vis des institutions, et ça reste une blessure très forte. Mais je veux dire, il y a aussi un éloignement. Il y a un éloignement de la métropole. Je veux dire, le CIVEN, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, est installé dans le 6e ou le 8e arrondissement de Paris. Donc encore une fois, des milliers de kilomètres. Donc il y a un vrai éloignement. Et je pense qu'il y a une vraie fatigue aussi chez certaines personnes. Une vraie fatigue de cette histoire-là. Donc il y a deux mouvements contradictoires. Voilà. Il y a une vraie blessure, mais en même temps, c'est vrai que c'est une bataille maintenant qui dure depuis quasiment 50 ans. Donc c'est vrai que c'est lourd à porter, quoi. Et avec la distance, ils ont aussi l'impression de ne pas être entendus, qu'ils n'ont pas forcément leur mot à dire. Oui, je pense qu'il y a cette forte impression-là. Il y a cette forte impression, effectivement, que l'histoire c'est un peu faite. Et elle s'est faite sans eux, je veux dire. C'est pas la faux. confiance aussi, peut-être, avec la France. Parce que là, il y a eu quand même un certain nombre de conséquences suite à votre enquête, là-bas sur place. À Paris, à l'Assemblée nationale, il y a un député indépendantiste qui a pris la parole, question au gouvernement. Voilà. Il a posé la question de la confiance. Quelle confiance peuvent avoir les Polynésiens en la parole de l'État ? Quelle confiance quand l'actuel président du gouvernement polynésien admet devant la représentation locale avoir menti avec la bénédiction de l'État pendant 30 ans sur ces essais nucléaires ? Pareil, Oscar Tumaru, le leader indépendantiste sur place, il appelle à la mobilisation. Il se passe des choses, quoi, quand même. Il se passe des choses. C'est la première partie de ma réponse. C'est qu'effectivement, ça a créé vraiment quelque chose en Polynésie française, effectivement, ce travail. Et c'est pour ça qu'on en est aussi très content. Mais oui, ça a provoqué quelque chose avec effectivement des prises de parole de beaucoup de gens. Il y a eu Mwetai Brotherson, donc le membre du Tavini, donc qui est le parti indépendantiste. Il y a eu Oscar Temaru, le leader du parti indépendantiste polynésien. Le président de Polynésie française, M. Fritsch, a répondu. Il y a eu effectivement une cascade de témoignages qui montrent bien effectivement que c'est quelque chose encore d'assez vivace. Ouais. Malgré ça, la France, on dit que la France doit assumer, mais le CEVA a répondu que si elle devait refaire les calculs, elle referait avec la même méthodologie. Au niveau de ces suites, c'est quand même dans un sens, quoi. C'est une question des données. Je veux dire, ils n'ont pas utilisé les mêmes données, et à notre sens, ils n'ont pas utilisé les bonnes données. Et encore une fois, là, ce sera une discussion scientifique qui va s'enchaîner avec un examen via les canaux normaux de la recherche scientifique, c'est-à-dire pas par communiqué de presse interposé le vendredi soir. C'est-à-dire que nous, en toute transparence, on a publié un article, Sébastien Philippe, avec ses collègues, notamment Nabil Ahmed de l'ONG Interprète, ils ont soumis un article à une revue scientifique avec des calculs. C'est un travail de 2 ans, ça fait 45 pages. Et donc, on nous invite, le CEA, à lire cet article-là. Et encore une fois, dans son communiqué de presse, le CEA dit des choses qui sont pas vrai, à notre sens. Un des axes de communication du CEA pendant des années a été de dire que les données françaises de la contamination ont été validées par l'AIEA, qui est l'autorité internationale de l'énergie atomique. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. On a publié le rapport de l'AIEA qui n'a jamais été publié, mais l'AIEA ne dit pas ça. Donc, encore une fois, l'AIEA dit qu'ils ont examiner les méthodes. Ils ont regardé la manière qui avait été fait le calcul, mais qu'en aucune manière ils ne validaient les calculs, parce qu'ils n'ont pas eu accès aux données. Ils ont vérifié, si vous voulez, que la méthodologie employée par les scientifiques français était correcte. Mais elle était correcte. C'est pas la question. La question, c'est de quelles données on utilise, comment on les examine, quelles sont ces données, est-ce qu'il n'y a pas des marges d'erreur dans ces données ? Puisqu'encore une fois, on parle de données qui ont été prélevées il y a quasiment 50 ans, avec une grande marge d'erreur, c'est reconnu d'ailleurs dans certains documents, que les instruments de mesure étaient parfois défectueux, etc. Donc il y a tout un travail à faire sur ce sujet-là, qui d'ailleurs est un sujet qui a été relevé par nos collègues de l'INSERM dans leur rapport il y a 3 semaines. Le rapport dit exactement ça. La grande question pour la suite, c'est la question de l'indemnité. Vous dites qu'il y a seulement 63 Polynésiens qui ont été reconnus et indemnisés. C'est pas beaucoup quand vous dites qu'il y a 110 000 personnes peut-être qui ont été touchées sur un tir. Alors, nous, ce qu'on dit, effectivement, il y a 63 Polynésiens qui, en 2019, ont reçu une offre d'indemnisation. C'est-à-dire qu'on leur a dit, votre dossier passe, on va vous proposer tant. Ce qui est un taux extrêmement faible. Mais de manière générale, il faut quand même rappeler que le CIVEN, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, a indemnisé, là, en 2020, les chiffres qui viennent juste de sortir, c'est 506 personnes. Donc c'est très, très peu de gens. Nous, ce qu'on dit, c'est que sur les 110 000 personnes qui ont été touchées par Centaure, donc cet essai nucléaire du 17 juillet 1974, ces gens-là ne vont pas tous développer un cancer. En revanche, tous ces gens-là sont au-dessus de la limite qui est convoquée par le CIVEN pour départager entre ceux qui sont des victimes des essais nucléaires et ceux qui ne en sont pas, qui est de 1 millisievert, qui est la dose, on va dire, accidentelle, reconnue internationalement, tout ça est vrai. Nous, ce qu'on dit, c'est que 110 000 personnes sont au-dessus. Voilà.
Donc, vous dites qu'il y a 10 000 qui ont reçu 5 fois la dose minimale. C'est ça. Mais pareil, parmi ces 10 000, tous n'auront pas de cancer, bien heureusement. Nous ce qu'on questionne, c'est effectivement, ce mécanisme d'indemnisation qui indemnise en finale assez peu de monde. Je veux dire, c'est très très peu de gens comparativement à l'ampleur des conséquences, peut-être. Et effectivement, le chiffre dérisoire de 63 Polynésiens qui évidemment sidère, parce que c'est très très peu de gens. Ils vont être indemnisés. Enfin, est-ce que ça va ouvrir la porte quand même aujourd'hui à de nouvelles indemnités? Est-ce que ça va aider les Polynésiens? C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère en tout cas. Je pense que effectivement, encore une fois, maintenant, le livre, il est sorti. Il y a eu des retombées, comme vous le disiez, en Polynésie française et dans la presse anglo-saxonne et aussi la presse française. Donc c'est super. Après, là, effectivement, ça va être une question scientifique. Et pour le coup, je m'en remets à mon co-auteur, Sébastien Philippe, qui, lui, a... Effectivement, maintenant, ça va être une question d'examiner, on va voir ses conclusions par des pairs. Et si elles le sont, oui, effectivement, on peut imaginer que ça puisse être produit pour demander l'indemnisation de populations civiles, dans certains cas. Ouais. On sait s'il y a encore de la littérature à déclassifier ou on ne sait pas? Il y a beaucoup de littérature à déclassifier. Il y en a beaucoup. Il y a encore beaucoup de travail. Il y en a beaucoup parce que tout simplement, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, nous, nos documents, ils concernent principalement la période 1966-1974. Les essais souterrains, très peu d'informations, on ne sait pas exactement. Les fuites dont je parlais, les 41 fuites d'échappement gazeux pendant les essais souterrains, rien du tout. Non, c'est très très peu de choses sur cette période-là. On sait encore, et il y a des documents qui n'ont pas été déclassifiés encore sur les essais atmosphériques. Donc oui, il y a toute une littérature qui n'a pas été encore rendue publique. Et les essais souterrains, c'est quand même pas exactement la même problématique au niveau de la radioactivité. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Mais encore une fois, je veux dire, moi, pour donner une référence biblique, je m'appelle Thomas, moi je ne crois que ce que je vois. Donc encore une fois, on ne les a pas vus, les documents. A priori, effectivement, il y a plutôt à penser que ce sont des essais qui ont été moins contaminants. Encore une fois, on ne les a pas vus, les docs, donc on ne peut pas dire. Cette deuxième phase des essais, là, qu'il faudra peut-être investiguer un jour, elle ressemble un peu à ce qui s'est passé au Sahara, en Algérie notamment. C'est un petit peu des problématiques. Ouais, alors c'est beaucoup moins pire, parce que je pense que le Sahara, effectivement, le niveau accident nucléaire, ça a été quand même très, très dur, et c'est encore, pour le coup, vraiment quelque chose qui est très, très couvert encore, effectivement. C'était les premiers essais français? C'était les premiers essais français, et effectivement, il y a eu des accidents assez terribles. Non, les essais nucléaires souterrains, il y a plein de questionnements, effectivement, comme vous dites, sur aussi l'état de l'atoll. Et ces accidents, ces fuites. C'est les deux points noirs, effectivement, qu'on ne peut pas encore totalement étudier. Voilà. Et un risque d'effondrement des atolls. Et un risque d'effondrement, effectivement, qui est encore... alors, bien qu'il soit, selon les dernières études, il faut du ministère des Armées bien moins prégnant qu'avant. Hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus affoler les gens. Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Je vous rappelle que pour ceux qui préfèrent nous écouter sous forme de podcast, vous pouvez nous retrouver sur lemediatv.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute. Merci encore, Merci Thomas, beaucoup d'être venu sur le plateau du Média. Merci. Trop nombreuses et trop nombreux sont celles et ceux à manquer d'informations sur la catastrophe écologique, à ne pas avoir les éléments qui permettent le déclic, la prise de conscience qu'aujourd'hui ça a commencé. Ce n'est pas du catastrophisme que de le raconter, que de décrire cette réalité. Nous vivons une ère d'effondrement écologique et de réchauffement climatique. Aux médias, nous mettons l'accent sur ce sujet, nous sommes plongés dans les données, les faits qui détaillent l'ampleur du problème. Nous essayons de vous en rendre compte parce qu'il est crucial de parler d'écologie. Plus que jamais, alors que nous vivons une époque de pandémie, peut-être de confinement chronique, conséquence directe de cet effondrement écologique. Pour qu'on puisse continuer à en parler, aidez-nous, soutenez-nous. Le média se transforme, devient une SIC, une société coopérative, pour qu'ensemble nous soyons plus forts, que nous puissions raconter l'histoire de celles et ceux qui subissent ces phénomènes, ces catastrophes, de celles et ceux qui luttent, de celles et ceux qui cherchent des solutions. Je vous invite à nous rejoindre, à rejoindre la communauté des sociaux du média, à prendre des parts dans la coopérative. Vous aussi, devenez sociétaire, rejoignez-nous sur lemediatv.fr.